iragile ngira me forora. Deme baba ninga fala nebe iragile ngira me forora. Imuti mirio wi mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Inconditionnel de Manège du Savoir, merci de choisir notre petit écran, la Sierre TV, qui est au cœur de la nation. Manège du Savoir déroule son tapis rouge aujourd'hui à une éminence grise. Professeur Robert Zenkwa, qui est doyen de la faculté génie industriel. Bonjour prof et bienvenue à Manège. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Nous sommes très heureux d'être à vos côtés pour puiser un peu de ce que vous connaissez, ou non, beaucoup de ce que vous connaissez. J'ai fait mes études d'abord au Cameroun, où j'ai obtenu une maîtrise en mathématiques. J'ai eu une bourse nationale, je suis allé en Europe, en France particulièrement, où j'ai d'abord obtenu un doctorat de 3e cycle en mathématiques appliquées, avant d'aller à l'école de Ponts et Chaussées, l'école nationale de Ponts et Chaussées de Paris, qui est une école hautement sélective. Je peux dire à mon époque qu'il y avait à peine 2 Africains subsahariens à l'école. Et après, je suis revenu à l'université préparer la thèse unique en mathématiques appliquées une fois de plus. Et puis aussitôt, je suis entré au Cameroun. Au Cameroun, j'ai été enseignant à l'école polytechnique de 1988 jusqu'en 1999, où j'ai été pendant au moins 6 ans chef de département de génie civil. Et puis je suis revenu à Douala comme directeur adjoint à l'IUT de Douala, Institut Université de Technologie, jusqu'en 2005. Et en 2006, je suis retourné à Douala comme doyen de la faculté de génie industriel. Et nous y sommes. Et nous y sommes, un parcours de combattant, un parcours plein d'expérience. Qu'est-ce qui vous a valu cette chance d'aller à cette école très sélective de Ponts et Chaussées en France? Bon, en fait, j'ai eu cette passion d'être ingénieur depuis mon enfance. Oui. Et même au secondaire, déjà, j'ai dû changer mon établissement parce que je voulais faire de la technique. Alors, j'ai fait le lycée bilingue de Boya jusqu'en 3e. Et pendant que j'étais le meilleur étudiant en mathématiques, tout le monde croyait que j'allais faire la C. J'ai fait le concours d'entrée au lycée technique. Oui. Parce que je voulais faire la E, mathématiques et techniques. Oui. Donc, depuis mon jeune âge, j'ai toujours pensé à faire de la technique. Et c'est comme ça que je suis allé au lycée technique. Et puis, j'ai fait le bac E. Donc, le bac E, c'est un bac qui n'est pas très connu. Hein. Ouais. Pourtant, c'est mathématiques et techniques. Donc, technique industrielle en général. Donc, là, j'ai fait le bac E. Et tout le monde croyait que j'allais aller à l'école polytechnique à l'époque. J'ai dit non, moi je ne veux pas aller à ce niveau. Je suis allé à l'université où j'ai eu une maîtrise en mathématiques. Et c'était une option mathématiques appliquées à l'époque. Donc c'est après ça que je suis allé en Europe où il fallait faire d'autres études mathématiques avant d'entrer dans une école d'ingénieur. Donc j'ai préféré faire suffisamment de mathématiques avant d'entrer dans une école d'ingénieur parce que pour faire de l'ingénierie de haut niveau, ça demande beaucoup de notions de mathématiques appliquées et de physique. Mais ça fait peur, professeur, pour les jeunes qui nous écoutent. Bon, il y a plusieurs niveaux d'ingénierie, hein, c'est-à-dire qu'il y en a qui peuvent entrer directement avec le bac. Bon, en Europe, on les demande, surtout en France, il y a les maths sup, maths spéciales, donc des écoles préparatoires où ils se préparent à faire des concours d'entrée dans les grandes écoles. Mais dans ces mêmes écoles-là, on demande souvent d'avoir un niveau beaucoup plus élevé de sciences. Hein, je vais dire surtout les écoles d'ingénieurs qui sont des écoles hautement scientifiques. Donc, généralement, on demande d'avoir un minimum de maîtrise, soit en mathématiques ou en mécanique, ou bien dans d'autres sciences, suivant le type de spécialisation, suivant le type d'école. Et moi, comme je voulais vraiment faire de l'ingénierie de très haut niveau, je voulais aller le plus loin possible avec les mathématiques avant d'entrer dans une école. Professeur, quel débouché par rapport à ces facultés mathématiques? Et sûrement, vous nous parlerez des différentes filières qu'on peut trouver dans Ponts et Chaussées, parce que c'est un grand nom, mais qui englobe beaucoup de choses. Oui, en fait, on nous a toujours dit, au lycée, et on le dit toujours, les parents le disent toujours,
que les mathématiques sont très importantes. Mais en réalité, on n'arrive pas à expliquer aux enfants pourquoi les mathématiques sont importantes. Peut-être parce que dans notre société, on ne voit pas beaucoup les gens qui ont fait beaucoup de mathématiques ou beaucoup d'ingénierie émerger à un niveau où ils donnent envie. Hein, peut-être c'est ça le problème. Pourtant, tout le monde sait que dans tous les pays développés, c'est ces personnes qui ont fait beaucoup de sciences, c'est eux qui portent toute l'économie, parce que c'est eux qui mettent l'industrie en place, c'est eux qui travaillent dans l'industrie, c'est eux qui forment des techniciens, c'est eux qui sont même des techniciens, ainsi de suite, c'est eux qui inventent tout ce que nous voyons. Nous restons aujourd'hui, on trouve une nouvelle voiture, on ne sait pas d'où ça vient, c'est de l'ingénierie et derrière cette ingénierie, il y a tout ce qu'on appelle la partie science. Et toute la partie science est basée sur un raisonnement assez rigoureux. Et quand on dit raisonnement assez rigoureux, c'est les mathématiques. Donc vous voyez bien que les mathématiques sont à la base de tout. Mais généralement on le dit, mais on ne sait pas. Même aujourd'hui, que ce soit à l'informatique, que ce soit en chimie, que ce soit en médecine, on trouve toujours un raisonnement très rigoureux derrière toutes les trouvailles qui permettent d'améliorer la situation dans un métier quelconque, qui permet d'améliorer le travail. On trouve ce cheminement de raisonnement très rigoureux et c'est toujours soutenu par les mathématiques. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'en passer, parce que c'est la voie à suivre. Aujourd'hui, même en lettres, on est capable d'analyser des textes. Toujours à base des outils mathématiques. Vous pouvez écrire un document, on met dans une base de données qui compare avec tous les documents de cette base de données. Et ça permet de dire que non, vous avez plagié, ou bien vous avez copié quelque chose quelque part, à tel pourcentage, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des raisonnements très rigoureux et qui sont des raisonnements mathématiques qui sont mis en œuvre par des méthodes informatiques. Donc vous ne pouvez rien faire sans avoir une base de rigueur, sinon c'est que ça va être de la prestigitation. Hein? C'est ça. Mais le plus souvent, le mot mathématique fait peur. Est-ce qu'on devrait avoir peur de la mathématique ou bien comment l'appréhender? Comment appréhender la mathématique, je pense que le problème, c'est parce que peut-être ceux qui l'enseignent sont souvent éloignés des utilisateurs. Je pense qu'on devrait essayer de relier les deux, ceux qui enseignent et ceux qui utilisent, pour que les enfants puissent savoir que si on apprend telle théorie, on peut arriver à faire quelque chose. Je vous donne un petit exemple. Oui. Bon, alors, depuis la classe de 4e jusqu'en 3e, tout le monde apprend le théorème de Pythagore. Tout à fait. Hein, sur un triangle rectangle. Oui. On dit si je prends un côté, je prends sa longueur au carré, plus l'autre longueur au carré, l'hypoténuse qui est le côté le plus long, la somme des deux carrés est le carré de l'autre côté. Mais alors, ils apprennent ça dans les classes antérieures, mais personne ne sait qu'il peut avoir un problème, même ne serait-ce que sur son terrain, et de voir comment il peut trouver un angle droit. Parce que je vous donne tout de suite un exemple de ce théorème-là. Si vous prenez 3 au carré, ça vous fait combien? Ça vous fait 9. 9, oui. Vous prenez 4 au carré. Ça vous fait 16. 16. 16 plus 9, ça vous fait 25. 25, ouais. Et du coup, vous avez donc à faire un triangle rectangle. Ça veut dire que si j'arrive quelque part où je veux dessiner un rectangle, par exemple, je veux tracer un terrain, je n'ai rien, je n'ai ni équerre, ni comparateur. Comment je fais pour avoir un triangle rectangle? Il suffit que je prenne une corde qui a 3 plus 4 plus 5. Et je fais de telle sorte que le côté long soit 5, 3 et 4. Du coup, j'ai un triangle rectangle. Voilà une application aussi bête. Oui. Hein, qui pouvait nous permettre de tracer un terrain droit, hein, et d'avoir un angle droit de tous les côtés. Donc, il y a tellement d'applications, je ne saurais pas comment me limiter. Aujourd'hui, c'est dans tous les domaines, surtout dans les sciences de l'ingénieur. Hein, il y a des exemples où, à force de faire seulement les mathématiques de la chose, c'est-à-dire la mécanique, puisque si vous voulez faire de la mécanique, et les mathématiques sont derrière, vous pouvez épargner des grosses sommes. Je vous donne un autre exemple. Lorsque les ingénieurs français ont construit la centrale nucléaire de génération qu'on appelait Super Phoenix, centrale nucléaire, tout le monde en sait quelque chose quand même. Oui. Ça permet de produire beaucoup d'électricité. Et on en parle partout. Donc c'est de l'énergie. Alors lorsqu'ils ont mis cette centrale en marche, ça a commencé à vibrer dans tous les sens. Et vous savez que si vous laissez vibrer longtemps et ça s'explose, vous avez affaire à des bombes atomiques. Tout à fait. Alors, les ingénieurs se sont demandé comment on fait pour résoudre ce problème. Il y avait plusieurs théories. Il y a des ingénieurs qui ont dit, bon, on va essayer, puisque personne ne peut entrer dans le cœur. Si vous entrez dans le corps, vous êtes radié, c'est fini. On va essayer de faire un trou, on va construire un robot qu'on va envoyer à l'intérieur de ce trou. Ça va aller se déployer dedans pour voir ce qui ne va pas. Et ça coûtait à l'époque 1 milliard de francs français de l'époque. Donc imaginez en francs CFA.
Hein, combien il fallait mettre pour construire seulement le robot. Oui. Et si on met dedans et ça rate, on recommence. Et des années sont en train de passer. Et c'est des investissements. Et d'autres ont dit, mais comment? On peut essayer d'analyser ce problème-là sur le plan mécanique, hein, et voir ce qui peut provoquer ça. Et ils ont mis tous les savoirs mécaniques en place. Ils ont écrit des équations très complexes qu'ils ont résolues par des méthodes mathématiques très complexes. Et ils ont simulé, ils ont trouvé l'origine de la panne. Il suffisait juste d'arrêter un robinet. Oui. C'est-à-dire de fermer légèrement le robinet. Et on est parti, on a fermé légèrement le robinet et tout est rentré en ordre. Donc c'est pour vous dire que les mathématiques sont très importantes. Si vous voulez faire les physiques, vous avez affaire aux mathématiques. Si vous voulez faire l'économie, vous avez affaire aux mathématiques. Et je vous dis, en économie, il y a des mathématiques tellement sophistiquées que vous ne pouvez pas imaginer. Et même dans le domaine de la décision, aujourd'hui par exemple, on a démontré qu'à l'ONU, s'il n'y a pas le droit de veto, ça ne marche pas. La preuve, tout le monde sait que SDN n'avait pas marché, la Société des Nations. Il a fallu qu'on mette donc maintenant le droit de veto à certains pays. Beaucoup de gens critiquent ça aujourd'hui, peut-être on va mettre de nouveaux modèles. Mais on avait démontré à l'époque, hein, avec les mathématiques appliquées aux sciences sociales, que s'il n'y a pas de droit de veto, l'ONU ne marche pas. Vous voyez, donc ça sert beaucoup. En fait, tout ce que je veux tout simplement dire, chaque fois qu'on veut un raisonnement rigoureux, on veut une méthodologie pour ne pas se tromper, on a besoin de mathématiques. Et c'est dans tous les domaines de la vie. Mesdames, Messieurs, vous êtes à bord de Manière de Savoir, cette tribune qui donne l'opportunité à tous Camerounais ou Camerounaises à partager leur savoir-faire. Et nous avons le bonheur aujourd'hui d'être en compagnie d'une éminence grise, comme nous l'avons dit à l'entame de ce programme, le professeur Robert Zengwa. Zengwa qui non seulement est un grand mathématicien, mais connaît beaucoup de choses également dans le domaine de ponts et chaussées. C'est des choses, on entend les mots, on a entendu parler, sûrement beaucoup de téléspectateurs également, mais au fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qui peut être ingénieur de ponts et chaussées? Alors, si on prend la dénomination pont et chaussée, ça veut dire en fait, c'est les ponts que tout le monde voit, la chaussée c'est la route. Oui. Donc en fait, ça veut dire qu'on est spécialiste en construction de routes, on est spécialiste en construction de ponts. Mais la dénomination de l'école où j'ai fréquenté, qu'on appelle École nationale des ponts et chaussées de Paris, en fait c'est un nom qui est resté, mais à l'intérieur il y a beaucoup de choses. Oui. Ça a tellement évolué. À l'intérieur on trouve des grands économistes. À l'intérieur, on trouve des génies industriels. À l'intérieur, on trouve des gens qui font effectivement les ponts. Ça, c'est du génie civil. Les ponts et les chaussées, c'est du génie civil. On va voir du génie des transports. On va voir, il suffit d'entrer dans le net, vous allez voir que le nom reste, mais en fait, ça cache beaucoup de choses. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui dans presque toutes les grandes écoles ou bien toutes les grandes universités qu'on entend, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Parce que généralement, lorsqu'il y a déjà eu un nom qui est connu, quand on ajoute les choses, on préfère ne pas changer le nom. Tout à fait, pour ne pas égarer. Pour ne pas égarer. Ouais. Donc à l'intérieur de tout ça, il y a beaucoup de choses. Par exemple, à mon époque, ça avait déjà beaucoup changé. Alors que certains pensaient que tous ceux qui sortent de là sont seulement des génies civils. Mais ça avait tellement changé. Il y avait des gens qui sortaient de là, mais ils avaient des notions comme vous ne pouvez pas imaginer. On n'appelait pas ça LMD, comme on appelle ça aujourd'hui, LMD. C'est-à-dire licence, master, doctorat. Mais c'était un système qui fonctionnait comme ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand les étudiants entrent dans une promotion, par exemple 100, chacun fait son profil. Donc le profil, ça veut dire qu'il y a des matières que je peux appeler obligatoires pour tout le monde. Et puis chacun fait un choix par rapport à la filière qui l'intéresse. Ouais. Ça veut dire que c'est par rapport à ses propres capacités, par rapport à ce qui lui plaît, ce qu'il aimerait faire, par rapport à sa vocation, par rapport à ses prédispositions. Et à son rêve. Et à son rêve. Ouais. Moi, personnellement, quand j'y étais,
j'ai cherché à me donner un profil pour qu'il soit utile à beaucoup de domaines. Beaucoup de gens m'ont vu travailler dans le génie civil au point qu'ils ont pensé que je ne suis que génie civil. Ouais. Alors que là, dedans, chacun peut se mettre un profil bien particulier. Moi, par exemple, lorsque j'étais là, j'ai fait du génie mathématique, j'ai fait du génie industriel, j'ai fait du génie civil, et j'ai fait un peu des choses qui touchaient un peu au génie nucléaire. Donc, vous voyez, mais quand je sors, on écrit seulement ingénieur et point chaussée. Et aujourd'hui, où vous êtes ici, est-ce que toutes ces connaissances vous servent? Qu'est-ce que vous apprenez ici? Effectivement, vous pourriez peut-être demander aux étudiants, ils pourront mieux vous dire. Je peux dire peut-être que ce serait une publicité personnelle. Non, demandez aux étudiants qui sortent de cette école, de cette faculté ou qui y sont encore, ils pourront vous dire qu'il y a beaucoup de choses que le public ne connaît pas. Ouais. On a beau expliquer à la radio, à la télé, à la presse, mais on dirait que les Camerounais ne s'inspirent pas ou bien ne veulent pas suivre l'information qui vient de chez eux. On préfère seulement l'information qui vient d'ailleurs. Ouais. On laisse voilà, le bien on laisse chez soi pour aller chercher voilà, ailleurs. ça. Ici, dans cette faculté, il y aura 9 filières. Oui. Actuellement, il y a 7 filières qui fonctionnent. Donc, on a seulement le nom génie industriel, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Hein? Il y a la filière technologie de construction industrielle. Quand vous allez au port, là, vous voyez les plateformes, vous voyez toutes ces usines très sophistiquées, les trucs très gros, là, avec des grosses machines. Ça, c'est technologie de construction industrielle. Ouais. Ça se fait ici. Alors, quand vous entendez pêche, les gens pensent que les gens vont continuer à pêcher encore avec la pirogue dans ce siècle-ci. Ou C'est bien pas possible. à la ligne. Ou quoi. bien à la ligne. C'est pas possible. C'est la pêche industrielle. Et quand on dit pêche industrielle, c'est beaucoup de sciences, c'est beaucoup de techniques, beaucoup de... Déjà un bateau. Regardez déjà un bateau. Ouais, c'est toute une maison, un voilà, village. On appelle même d'ailleurs ça bâtiment flottant. Donc c'est tout un bâtiment, c'est pratiquement une industrie. Parce qu'un bateau de pêche, il va en mer, il va là où se trouve le poisson, il utilise des équipements très sophistiqués pour attirer les poissons, Ouais. les équipements très sophistiqués pour les capturer, les équipements pour les transformer là-bas, on les conserve. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses à la fois. Nous avons cette filière ici, pêche industrielle et génie maritime. Ça se fait, c'est-à-dire on a des enfants qu'on a formés, qui ont même d'ailleurs construit un petit bateau qu'on a mis dans le Vouri. Ouais. Mais les gens ne sont toujours pas au courant. On a beau expliquer, ils ne veulent même pas savoir. J'ai l'impression qu'on ne veut même pas écouter ça et garder. Nous, on est sceptiques, on s'est dit, comme disait quelqu'un de Nazareth, peux-tu sortir quelque chose de bon? Voilà. Peut-être c'est ce qui fait que tout ça passe comme l'eau sur le dos du canard. Voilà. Mais... On forme aussi dans le génie civil. Mais quand on dit génie civil, tout le monde voit très vite. Hein, parce qu'on a vu autour de nous le génie civil et autres. Dès qu'on dit qu'on forme dans le génie civil, les gens disent OK, on voit un peu ces gens-là. Mais quand il dit qu'on fait dans hygiène, sécurité et sécurité industrielle, les gens ne voient pas très clairement. Mais si vous allez là-bas, dans la zone industrielle, vous allez voir à côté, c'est-à-dire dans l'organigramme, vous allez voir celui qui collabore directement avec le directeur. On va vous dire, c'est un HSE, c'est-à-dire hygiène, sécurité et environnement. Mais nous faisons même plus, c'est-à-dire c'est hygiène, sécurité, fiabilité, c'est-à-dire sécurité et sécurité de l'équipement. Et dans l'industrie, Ouais. c'est ça de la filière hygiène, sécurité et sécurité industrielle. Donc quand vous entendez les accidents industriels, c'est des gens qui sont formés pour pouvoir éviter, parce qu'il faut éviter ça avant le temps. Ouais. Et quand vous partez au marché, vous achetez un sac ou bien peut-être une boîte de sardines et on dit que ça pèse 500 grammes. Si vous achetez 2000 boîtes, vous verrez toujours 500 grammes. Parce qu'il y a des gens qui veillent à ce que l'entreprise produise exactement ce qu'elle a dit qu'elle va produire. Pour que le consommateur soit toujours content de ce qu'on produit. Pour que le consommateur ait toujours le même produit et s'assure que c'est la même qualité. Ça, c'est les qualiticiens. Et c'est dans hygiène, sécurité et sécurité industrielle qu'on forme ces gens de personnes. Et nous en avons formé. Et je vais vous donner une petite anecdote. Une grande entreprise de la place que je ne veux pas citer a pris d'abord un pour essayer. Ouais. Après, il vient dire, donnez-nous encore 2. Après, donnez encore d'autres. Donc, vous voyez, donc les gens n'étaient même pas au courant. C'est parce qu'ils ont essayé. Ouais. Et ils ont été satisfaits et ils ont appelé. Et ils ont dit, maintenant, il en faut. Donc ça veut dire que ceux qui sortent d'ici sont prêts pour l'emploi. Ils sont prêts pour l'emploi. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. Et donc, ce n'est que ceux qui testent, qui disent, ah, non, mais il y a du bon quelque part là, il faut qu'on aille là-bas voir. Donc, il y a beaucoup de filières comme ça. Je vais citer robotique industrielle. Et c'est quoi? Ouais. Robotique industrielle, c'est en fait les gens qui étudient tous les systèmes à servir. Autrement dit, les systèmes qui sont déjà programmés pour que ça fasse certains trucs comme les robots. Ouais. Vous voyez dans les entreprises aujourd'hui, quand on veut produire de manière identique, quand vous mettez l'homme, de temps en temps, il peut penser, ah, mais j'avais un petit problème. C'est ça, il l'oublie. Et ça prend voilà, une forme ça bizarre. prend une autre forme bizarre. Mais quand c'est déjà robotisé, c'est-à-dire en fait c'est une chaîne automatisée,
on est sûr que la machine va faire la même chose. Ouais. La machine n'aura pas à se plaindre. Tout à fait. Ouais. Bon, en fait, il y a tout ça qui fait qu'il faut avoir une certaine connaissance pour voir déjà comment réparer la machine à temps. Parce que sinon, la machine peut se plaindre quand ça tombe en panne. Tout à fait. Bon, voilà, ne marche plus. Ouais. Voilà, ça fait partie de ça. Donc, nous formons aussi dans télécommunication. Quand on dit télécommunication, tout le monde voit. Il y a la télévision, il y a la radio, il y a la presse écrite. Internet, il y a tout TIC. Hein, tout le monde parle de TIC. Ouais. Nous, on en forme ici. Donc, vraiment, toutes ces spécialités sont en train de se mettre en place petit à petit. Et nous avons une technologie automobile qu'on ne veut pas que ce soit comme les réparateurs du quartier là. Vous avez déjà amené votre véhicule dans un garage du quartier? Vous avez au moins des amis, tout à fait. Si c'est une voiture neuve, vous avez un peur. Ouais, parce que comment sont les mécaniciens? On enlève la bonne pièce et puis on vous remet. Non seulement ça, regardez l'environnement. D'abord, l'environnement est sale. Hein? Vous voyez le mécanicien, on a l'impression qu'un mécanicien doit être sale. Alors que. Ce n'est pas toujours ça. Hein? Vous voyez d'autres, ils portent même des sandalettes pour travailler dans un milieu où il y a le fer. Où ça peut tomber sur le pied de quelqu'un, ça coupe son pied. Ouais. Donc, vous voyez tout ça, ce n'est pas ce genre d'ingénieurs que nous voulons former ici. Nous voulons former des gens capables d'aller dans les garages construire leurs voitures. Oui. Vous voyez? Et là, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Parce que quand nous parlons de Benskin là aujourd'hui, pourquoi? C'est parce que c'est le moyen le plus facile d'avoir un moyen de locomotion. Mais imaginez que si on pouvait produire des voitures à 1,5 million, vous imaginez qu'il y aurait autant de Benskin? Non, il n'y aurait même plus de passage. Bon, voilà, il n'y aurait même plus de passage. Il faudrait donc les ingénieurs des ponts et chaussées pour construire les routes. Ouais. Et penser comment faire cette route-là. Quand vous allez au Japon, vous voyez les routes en étage. Tout à fait. Ouais. Parce que les gens ont bien réfléchi sur ça. Et même au niveau de New Delhi, on voit aujourd'hui que le métro est aérien. Voilà, vous voyez le métro aérien, le métro souterrain, tout ça. C'est pour résoudre ce problème. Nous formons des gens capables de le faire, il suffit seulement de leur faire confiance. Et le problème que nous avons chez nous, c'est que nous ne faisons pas confiance aux nôtres. Hein? La preuve, voilà un pont qui se construit là-bas sur le Vouri, alors qu'on a plusieurs ingénieurs de ponts et chaussées au Cameroun qui ont fait leurs preuves. Et je vous dis, mes camarades de classe qui ont fréquenté avec moi, certains n'étaient pas aussi brillants que moi. Mais ils font des choses que vous ne pouvez pas imaginer parce qu'on leur a donné l'opportunité de le faire. Mais chez nous, bon, on dirait que nous avons peur de nous-mêmes. Hein, on ne fait pas confiance parce qu'on a la peau noire. C'est ce que j'appelle le complexe du colonisé. Je peux vous faire la preuve tout de suite. Oui. Allons-y. Je vous fais la preuve tout de suite. Si je vous dis qu'elle peut construire un avion. Je vais vous regarder, je me dis peut-être. Ah, vous voyez, vous allez réagir tout de suite que je ne suis pas sûr. Oui. Hein, si je prenais votre pouce, j'allais voir que ça bat déjà plus. Parce que vous ne faites pas confiance que je peux construire un avion. Mais si j'amenais un blanc qui est un clochard en Europe, tout ça, et je lui disais, le blanc que vous voyez à côté de moi là a déjà construit un avion. Comment vous réagirez? Peut-être parce que je connais déjà. Vous serez déjà plus sûr que lui, il a construit un avion. Alors que on va vous n'avez aucun élément. Aussi avoir. Oui, enfin, c'est. Oui. Vous voyez, du coup, vous n'aurez aucun élément, mais vous allez lui accorder tout de suite le crédit. C'est ça qu'on ne nous accorde pas. Vous voyez? Regardez l'école polytechnique qui a formé depuis 1971. Oui. Mais il n'y a pas un grand projet qu'on a donné à un ingénieur de Polytech. Faites vos preuves. Mais pourtant, quand vous voyez des émissions qu'on a montées sur la Corée du Sud, tout le monde dit qu'on était au même niveau avec la Corée du Sud pendant l'indépendance. Mais vous voyez déjà les voitures, vous voyez tout aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait confiance. Je vous dis, il y a un reportage sur la Corée du Sud. Un ingénieur sorti de l'école, on lui confie une autoroute à construire. Il a encore son cahier. Il regarde là, il dit, ici maintenant on fait comment là? Il vient, il regarde dans son cahier. Il dit non, le prof avait dit que si on fait comme ça marche. On lui a fait cette confiance. Et aujourd'hui, allez voir ce qu'ils construisent. Mais même les Européens viennent leur demander, venez nous aider. La plus grande plateforme pétrolière, c'est eux qui ont construit. Aujourd'hui, les très grands bateaux, ils construisent. Pourquoi? Parce qu'on leur a fait confiance. Et on leur a donné les moyens. Ici, on a peur d'échouer. Mais c'est quand vous échouez que vous, vous arrivez pour la réussite du lendemain. Ouais. Hein? Chez nous, on refuse. Qu'on les essaye. S'ils échouent, ça va permettre d'apprendre quelque chose. Peut-être qu'il faudrait aussi oser. Non, ce n'est pas seulement ça. Ouais. Une école forme. Et il faut que la société fasse aussi son boulot. Ouais. Et la société, c'est qui? C'est les gouvernants, c'est les chefs d'entreprise et autres, tout ça. Il faut que les chefs d'entreprise aussi aient confiance. Et ailleurs, dans tous les autres pays, grands pays que nous voulons imiter, les entreprises participent à la formation. Ils donnent des équipements, ils financent la recherche, ils apportent des équipements. Quand vous allez dans les écoles européennes, vous allez voir certains équipements très sophistiqués. Vous demandez comment vous avez fait pour obtenir ça. Ils disent non, c'est telle entreprise qui nous a donné.
Mais ici, les entreprises sont encore au niveau de ce que j'appelle les entreprises de deuxième type. Parce qu'il y a eu l'entreprise de premier type, c'était les colons. Ils venaient, ils vendaient là au bord de la mer et puis ils partaient aussitôt. Après, ils ont pensé qu'ils peuvent faire quand même quelque chose ici à côté pour ne pas trop dépenser pour aller faire chez eux. Et puis on a eu l'entreprise du deuxième type, c'est-à-dire nous-mêmes les Camerounais. Regardez toutes ces entreprises-là, c'est pratiquement les revendeurs à haut niveau. Hein, parce qu'ils n'ont pas dans les entreprises un département que nous appelons généralement département de développement scientifique, c'est-à-dire où on recrute des gens qui viennent, qui réfléchissent que bon, au quartier aujourd'hui, les gens ont besoin de quoi? Par exemple, les gens ont besoin de manger du bon beignet, au lieu d'aller s'aligner devant la maman qui vend les beignets pour acheter un beignet plus petit, l'autre plus grand. Hein, comment on peut faire pour résoudre ce problème? Et on met des ingénieurs au travail. Ils travaillent, ils disent, bon, voici une nouvelle machine qui peut permettre de le faire. Hein, comme ça, désormais, les mamans vont à la boutique acheter les petites machines là, elles font les beignets, tout le monde peut manger à temps et autres, tout problème, ça. Ouais. Il n'y a pas d'entreprise comme ça. Vous voyez? Ça veut dire que nous sommes encore au niveau des revendeurs. Nous voulons des gens capables de venir dans les universités et dire, vous avez de bonnes idées, ok, nous, on va vous financer pour que cette idée-là nous permette de faire une nouvelle entreprise. Quand vous regardez Google, c'est des étudiants, hein, c'est né à l'université. Facebook, Microsoft Office, c'est des étudiants. Vous savez que Bill Gates dit qu'il va rentrer à l'école, il n'a même pas fini ses études. Hein. Et quand il a créé, c'est qu'il a créé là. Comme il a eu beaucoup de milliards aujourd'hui. Donc, dans les universités, il y a des jeunes enfants là qui ont 22, 23 ans. Les neurones bougent. Moi, j'appelle les chefs d'entreprise de venir voir ce qu'ils font et d'essayer de puiser les idées dedans pour dire, ok, vous avez une belle idée là, on va vous donner les moyens pour que nous, on fasse une affaire avec ça. Mais quand vous les appelez, ils ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils achètent un produit pratiquement emballé. Hein? Ils achètent une machine pratiquement emballée, ils viennent, ils mettent ça, ils produisent les yaourts, ils disent qu'ils sont industriels. Hein? Alors maintenant, pendant ce temps, nous avons les mangues qui pourrissent. Tout à fait, les papayes. Il y a les papayes qui pourrissent. Il y a combien d'industriels qui ont pensé qu'on peut transformer ces mangues-là en confiture que tout le monde connaît? Faire une petite industrie, qu'on réfléchit sur ça. Pourtant, on a formé les gens à l'INSIAC, en Gaoundéré. Ils sont où? Les gens ne pensent pas à ça. Donc c'est ça que j'appelle le complexe du colonisé. On pense que ce n'est que le blanc qui peut le faire. Et pendant ce temps, nous envoyons nos enfants se former chez eux. Hein, ils se forment dans la même école, ils ont les mêmes capacités. Quand ils viennent ici, on préfère le petit blanc qui vient là, qui dit que moi je peux faire ça. On dit ok, vas-y. Et nous vous souhaitons beaucoup de courage parce qu'on voit que ici vous avez également beaucoup de travail à faire. Et on espère que d'ici 5 ans, l'université, ici où nous nous trouvons, aura de l'eau à profusion, de la lumière, pour que justement cette industrie vive. Il faut que les Camerounais aient confiance à leurs enfants. Ils peuvent facilement aller briller ailleurs. Pourquoi on ne veut pas qu'ils brillent aussi dans leur propre pays? Hein? Nous les formons ici, on leur donne les moyens qui puissent les permettre de briller ici. Il faut que les gens pensent à ça et qu'ils viennent voir ce que nous faisons. Si nous faisons mal, qu'ils nous aident à faire mieux. Mais c'est tout ce que nous pouvons demander. Et je les appelle donc à venir ici quand les étudiants organisent les semaines d'industrie. Oui. Pour voir les idées qui germent de l'esprit de ces jeunes. Je vous assure qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il faut seulement venir voir. Et là, vous allez voir, mais ce n'est pas possible. Les petits enfants comme ça, comment ils arrivent à avoir des idées pareilles? Mais c'est parce que les nôtres ne veulent pas les faire confiance. Ils ne veulent même pas venir voir ce qu'on fait ici. Nous vous souhaitons bon courage et bon vent. Merci. J'espère que le message va passer et que les gens viendront pour voir ce que nous faisons. En tout cas, la CRTV fera son travail et l'a fait. Et mesdames et messieurs, vous avez suivi, vous avez compris qu'il faut faire confiance aux jeunes Camerounais. Ils ont du talent, ils peuvent faire de très bonnes choses. Nous vous souhaitons bonne journée. Merci.